aujourd'hui, on entame le deuxième épisode de podcast, donc vidéo, bon, pour YouTube et pour, Spotify. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai, Sylvie qui vient parler, de son parcours. Sylvie, elle a traversé, quelques problématiques de santé, là, sur les dernières années. Elle en sort, elle en est sortie. Il y a d'autres, voilà, d'autres choses par contre qui s'enchaînent actuellement, qui sont un peu plus nébuleuses. Donc je Mmh. pense que Sylvie aujourd'hui, elle va vouloir plus parler de ce qu'elle a traversé et on prendra sans doute le temps, pour un deuxième podcast pour parler de ce qu'elle traverse actuellement. Donc avant toute chose, je pense que ça peut être intéressant Sylvie, que tu te présentes. En tout cas, je suis super contente que tu viennes, parler de ton parcours, vraiment. Bah, merci beaucoup Camille de me donner l'opportunité de parler de tout ça. En fait, ça me tient beaucoup à cœur. J'ai tellement appris, dans ces quelques années, de maladie, donc je suis vraiment contente de participer au podcast. Donc effectivement, donc je m'appelle Sylvie. Je suis née dans la capitale de la gastronomie à Lyon. C'est important pour moi parce que j'aime beaucoup la bonne nourriture. Comme tous J'ai les vécu à Français. oui, c'est ça, comme tous les Français. J'ai vécu à Paris, donc effectivement, je suis française. J'ai vécu à Paris, jusqu'en 1996 et j'ai adopté le Québec qui m'a adoptée aussi, comme terre d'accueil. Dans ma formation, qui compte pour moi, c'est je suis philosophe, à la base et puis, j'ai étudié la logique et j'ai fait toute ma carrière en expérience utilisateur, surtout depuis mon arrivée au Québec. Donc en fait, si vous avez un téléphone cellulaire, ce que j'imagine, vous avez très certainement déjà utilisé des choses que j'ai designées sans le savoir. Je suis quelqu'un aussi qui Génial. est très, très curieux de nature. Vraiment, j'aime essayer toutes sortes de choses. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vécu dans 5 pays différents au total. Et puis, bah, comme tout le monde, en fait, parce qu'on réalise, la maladie et fait partie de l'expérience de la vie, j'ai eu des petits soucis de santé ici et là, dans ma vie, des petites affaires. Mais il y avait rien vraiment pour m'arrêter dans mon élan jusqu'à il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, il y a 5 ans? En plus, tu avais l'air d'être quelqu'un de très actif, où Ouais. tu dégages quand même beaucoup de je pense d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui a été peut-être découvert? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est tombé, voilà, il y a 5 ans? Ouais. Écoute, c'était vraiment bizarre parce que donc comme tu dis, tu vois, il y a 5 ans, j'étais vraiment au sommet de ma forme, puis de ma carrière et j'ai commencé à éprouver des symptômes bizarres que j'avais jamais eu avant. OK. Comme je sais pas, je me souviens comme des tensions musculaires dans la poitrine. À un moment, c'était vraiment très étrange. Je me suis retrouvée avec plein de petits boutons sur les bras et sur les jambes, complètement couverts de boutons, mais OK. pas sur le corps. OK. Et je suis allée voir le médecin qui a fait je vois ce que c'est. Moi D'accord. non plus, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé et j'avais ce sentiment qu'il y avait ces choses-là bizarres qui m'arrivaient et qu'il allait m'arriver quelque chose de grave, comme vraiment une prescience OK. et à un moment, j'ai commencé à perdre la sensation dans ma jambe droite. Vraiment, c'est comme si ma jambe droite, elle disparaissait, tout d'un coup, je la sentais plus. J'étais capable de marcher et j'étais capable de mais j'avais pas de sensation dans ma jambe et donc là, j'ai un D'accord. peu paniqué. J'ai été voir le médecin avec ça. On a fait des investigations, on comprenait pas au départ. Puis j'ai eu le muscle en arrière de ma cuisse, le l'ischio-jambier qui a commencé à se contracter extrêmement fort. Puis c'était extrêmement douloureux. Quand je m'asseyais, j'avais de plus en plus mal parce que plus je m'asseyais, plus j'avais mal et j'avais pas mal au dos du tout. D'accord. Donc on comprenait vraiment pas. J'ai été voir physiothérapeute, ostéo, masso et cetera, mais ça faisait pas effet. OK. Hem et après quelque temps, je m'effondrais de plus en plus, j'avais de plus en plus mal. Donc mon médecin de famille m'a placée en arrêt maladie parce que il y avait pas vraiment d'autre choix. Je dormais non-stop, je pouvais plus marcher, il y avait rien qui me soulageait. Et j'ai fini puis là, je raconterai cet épisode parce que ça a été vraiment quelque chose d'important. En fait, ça a été un tournant dans mon parcours de maladie, on va dire. Ouais. Je me suis rendue à l'urgence au CHUM à Montréal, où j'ai rencontré un physiatre et là, on a fait la bonne imagerie avec la bonne analyse qui a montré que d'abord, j'avais une petite hernie discale qui appuyait sur mon nerf sciatique, puis on a découvert qu'il y en avait une petite deuxième qui était cachée, qui faisait la même affaire à un autre niveau
et puis après on a découvert une troisième. OK. Donc ça a été, par cumul, tu en as enchaîné 3 immédiatement, en fait? Ça a été, 3 d'un coup? Ouais, ouais. Et OK, OK et combien de temps alors, parce que tu as l'air d'avoir eu un peu une certaine errance médicale pendant un certain temps, malgré tout. Déjà au niveau des symptômes, ça a commencé par des petits boutons, puis après au niveau de la jambe, la perte de la sensation et tout. Tout ça, ça s'est fait je ça s'est fait de façon cumulative, donc ça s'est enchaîné, mais est-ce que lorsque tu as perdu la sensation, que tu as commencé à avoir les contractions musculaires et cetera, est-ce que tu avais encore tous ces petits boutons? Est-ce que tu sais, ça faisait vraiment Non. un mélange? C'est au fur et à mesure, il y en a un qui disparaissait, un Non, autre c'était apparaissait? ouais, c'est ça, c'était comme au fur et à mesure. Puis tu sais, je pense pas que c'est relié. Enfin, honnêtement, l'histoire des boutons, c'est mystérieux. Si quelqu'un sait, il peut me dire: «Mais oui, je connais le nom de cette Ouais, maladie, faut me le dire parce que j'ai jamais trouvé». ouais, Mais donc, tu sais, je ne pense pas que fondamentalement c'était lié, mais c'était OK. juste comme une espèce de tempête parfaite Ouais. d'affaires qui arrivaient comme tout en même temps, puis qui a culminé dans cette chose-là qui, faut dire que j'étais aussi très active. Je faisais de la Mmh. voile à l'époque. J'avais D'accord, fait ouais. un gros voyage de voile, c'est très physique, c'est très demandant. Je faisais beaucoup de sport et est-ce que à force, donc je me suis comme éclaté les disques lombaires, ou Ouais. alors aussi beaucoup j'étais assise au travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc est-ce que mes disques lombaires ont lâché à cause de ça? On sait pas trop quoi au Ouais. final. La relation de cause à effet, parfois, elle est un peu compliquée à Ouais, retrouver. ouais. Mais combien de temps, du coup, combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu as eu toutes tu sais, tu as pris ton premier rendez-vous avec ton médecin, vous avez essayé l'arrêt de travail, tu as essayé d'aller voir des massos et cetera, jusqu'à que le verdict tombe que c'était 3 hernies discales? Combien de temps s'est écoulé, jusqu'à que Je vous tu dirais aies un diagnostic, en fait? un bon 6 mois. Un bon 6 C'est long. mois. Ouais, c'est long, hein, parce qu'en fait, au départ, j'ai fait une IRM dans un laboratoire privé où i et après j'ai appris du CHUM que l'hernie discale, en tout cas la première, la plus douloureuse, était déjà présente, mais le rapport d'analyse ne l'avait pas mentionné. OK et Donc ça comme vient de quoi, hein, quoi? la D'un problème, radiologie, tu sais, faut parfois on dit: «Ah, on passe un examen», puis là, il y a le rapport du radiologue, puis il dit: «Il y a rien». Mais un radiologue peut se tromper, peut ah! rater quelque chose. Donc le premier IRM au privé que j'avais fait, il l'avait raté. Je l'avais l'hernie, déjà, D'accord. Ah mais il mince, l'avait OK. pas vu. Donc du coup, c'était encore plus errance parce qu'on pensait que c'était pas ça. Puis c'est quand je me suis retrouvée à l'urgence que là, on a refait et puis là, le radiologue, il a fait très, 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 très attention et tout Mmh. regardé les petits détails et là, il l'a vu. Puis après, il en a vu une autre. Mais c'est ça, c'était pas de Oh là chance, là, la OK. faute à pas de chance qu'il a été Mmh. raté sur le premier examen, d'où l'errance médicale, D'accord. qui a OK. suivi, quoi. OK, ça aurait pu être pris beaucoup plus tôt en charge, en Ouais, fait. C'est le détail qui a échappé, à ouais, l'humain, finalement, l'œil humain bah, c'est et ça, du c'est coup, une erreur c'est humaine. OK, Ouais, OK, OK, mais bon, ouais, 6 mois, en effet, la douleur devait être bien intense et sans calmant, sans ouais, ça a dû être très ouais, long et du coup, pendant ces 6 mois alors, je parle de ces 6 mois, mais il y a aussi l'après parce qu'une hernie, je pense, ça se guérit pas. Je n'en ai jamais souffert pour ma part et je touche exact. du bois, mais je crois que ça ne se guérit pas non plus du jour au lendemain. À quel point, en fait, c'est venu, bah, en fait, affecter ta vie, finalement, ta vie quotidienne? C'est vrai que tu en parlais du fait que tu as beaucoup dormi, tu as été vraiment fatiguée, tu avais Ouais. des douleurs. Bah, finalement, quels ont été un petit peu tes défis, justement, sur toute cette période, le temps que même une fois que tu as su que c'était une hernie, tu sais, le temps de te remettre un peu, je vais dire, en selle, comment ça a affecté ta vie quotidienne? Bah, si tu veux, d'abord, j'ai commencé par accuser le choc brutal de l'arrêt complet, puis de la douleur constante. Tu Ouais. vois, comme tu disais, effectivement, je suis quelqu'un qui était très actif, très dynamique. Je faisais plein, plein de choses. J'étais sur un gros projet au travail. J'avais une équipe qui comptait sur moi, surtout. Puis lâcher prise dans ces conditions, c'était vraiment difficile. Je me sentais vraiment coupable, tu vois, de ne pas pouvoir tenir le coup Mmh. pour eux. Puis je voulais tellement pas les laisser tomber. Et moi, dans ma tête, je m'imaginais que je prendrais 2-3 semaines de repos, puis que j'irais mieux, puis que je pourrais retourner au travail, quoi. Mais c'était clair que la première réalisation que j'ai dû faire, c'est que ça se passerait pas aussi vite que je pensais. Et je me souviens du choc avec mon médecin de famille quand elle m'a dit: «Bah, on fait des suivis à toutes les 5 semaines pendant que tu es en arrêt de travail». Mmh. Les 5 semaines, pour moi, c'était Ah, des c'est années. long. Enfin, Ouais. c'est très, très long.
Mais Ouais. pour elle, elle savait très bien que non, 5 semaines, c'est très, très court et que j'allais pas me remettre en 5 semaines. Heu, un donc ça a été quand même un choc. Un autre, problème, vraiment un obstacle majeur, puis on réalise pas à quel point il y a des choses qui nous paraissent totalement évidentes, comme le fait de tu vois, là, tu es assise et moi aussi et on se parle, mais moi, je pouvais plus m'asseoir. OK. Si je m'asseyais pendant quelques minutes, j'avais extrêmement mal. Donc je pouvais plus m'asseoir, je pouvais juste rester couchée et juste du côté gauche, parce que si je me couchais sur le dos ou à droite, ça faisait mal, D'accord. et puis être un tout petit peu debout et quand tu y penses, c'est s'asseoir, donc on voit nos amis, on s'assoit, devant un café, tu es dans une salle d'attente pour voir un professionnel de la santé, tu es assis, tu Mmh. t'assois au spectacle, tu t'assois dans la voiture, dans les transports en commun et cetera. Donc tout ça, c'était hors de portée, puis ça me compliquait évidemment énormément le quotidien. Mmh. Puis on le sait tous, hein, rester couché, ça fait mal en soi, quoi. Le corps, il est pas fait pour rester couché. Ouais. Donc je pouvais plus faire d'activité physique non plus, alors que c'était quelque chose qui était vraiment, très, très important pour moi. Je faisais de la danse, du pilates, plein d'affaires. Donc j'étais prisonnière chez moi à la base, Mmh. coupée de quasiment tout ce qui était ma vie d'avant. Sortir, OK. m'entraîner, travailler, voir des amis, voyager, tout ça, c'était out. Oh, OK, OK. Finalement, tu es devenue, bah, aussi prisonnière un peu de ton corps au final, où, Ouais. même te lever était impossible. Donc par Mmh. conséquent, tu peux pas te lever, tu restes allongée et évidemment, bah, tu te coupes du monde extérieur et Mmh. de la vie sociale et on se rend pas compte je pense qu'on se rend pas compte jusqu'à qu'on soit vraiment enfermé et qu'on ait plus de contact, à quel point l'isolement peut être très difficile. Hem Est-ce que, bah, là, c'est toi, bah, comment tu l'as vécu? Alors, j'imagine que psychologiquement, il y a eu des répercussions. Je sais pas si tu veux en parler maintenant Ouais. ou si tu voudrais en parler un petit peu plus tard, mais j'imagine que ça a dû aussi peser et notamment dans ton lien, tu vois, avec l'entourage. Tu vois, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es sentie peut-être, soutenue, comprise? Ou est-ce que justement ça a été aussi un challenge pour toi, avec l'entourage qui peut-être avait du mal à accepter que tu sois, bah, Ouais. limitée finalement de par tes Ouais. conditions physiques? Ouais, bah, tu sais, c'est sûr, j'ai eu des marques de soutien initialement au travail, enfin surtout, des personnes dans mon équipe, que j'adore absolument. Mais tu sais, comme tu le disais, bah, c'est ça, je suis passée d'une vie trépidante, avec beaucoup, beaucoup de contacts sociaux au silence toute seule chez moi. Puis mes contacts, c'était aussi le système de santé, puis j'avais l'impression qu'ils pouvaient dans les premiers mois, j'avais l'impression qu'ils pouvaient pas m'aider. Hem et et comme m'avait dit le psychiatre, plus tard que je rencontrerai, il on meurt pas d'une hernie discale, mais c'est sûr que pour moi, c'était un bouleversement total de mon monde, et je voyais pas d'amélioration et puis j'ai aussi découvert la réalité du déconditionnement physique qui est une spirale descendante et dont il est vraiment difficile de sortir, parce que, ben, moins on en fait, moins on est capable d'en faire. Mmh. Mais à un moment, tu vois, sur l'aspect social, c'est sûr que ce que ça m'a amené, puis j'en parlerai aussi un petit peu plus tard, ça m'a développé mon autonomie beaucoup et ma résilience et ma capacité à m'auto-gérer et à m'auto-calmer et à être la meilleure amie pour moi-même. Hem, Parce que les autres puis, c'est sûr que les amis, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a un moment, ils peuvent être malades à ta place. Puis je te dis, moi, comme je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire, ça quand même limitait un petit peu les choses. Puis chacun a sa vie, chacun a ses Mmh. activités. Puis moi, j'étais toute seule à la maison, tout le temps. Donc du coup, il a vraiment fallu que je développe beaucoup mon imaginaire, mon autonomie, que je trouve d'autres centres d'intérêt qui me Ouais, nourrissent, que, j'ai eu la chance dans mon «malheur» entre guillemets, d'avoir suivi des cours sur la pleine conscience depuis une quinzaine d'années, puis d'avoir eu d'accord. une pratique de méditation et ce genre de choses. Donc au moins j'avais des outils psychologiques qui m'aidaient Heu, à faire face à la situation, même si c'était une situation où, bien évidemment, j'avais aussi des journées terribles où je ne voyais pas le bout. Je me disais: «Mais est-ce que je vais vivre comme ça toute ma vie? Est-ce que Ouais. ma vie est finie? Est-ce que»
Donc on passe par des émotions. Puis tu vois, moi qui ai fait de la voile, puis s'il y a des gens, qui m'écoutent qui en ont déjà fait, quand on fait de la voile, qu'on est sur la mer, on mais on peut tout avoir, hein. Ça peut être fantastique, beau soleil, le vent, c'est parfait. Puis là, tout d'un coup, il y a une tempête et puis là, on s'accroche et on a Ouais. peur que de passer par-dessus bord. Puis là, ça s'améliore. Puis c'est ça aussi la réalité de notre condition humaine et de la vie, c'est que tu as des moments de découragement profond et puis tout d'un coup, tu vois une petite lumière et tu te raccroches à ça et puis tu arrives à continuer à avancer à travers tout ça. Mais c'est ça, j'ai dû vraiment puiser beaucoup dans mes ressources intérieures et développer cet aspect-là pour m'en sortir. OK, mais là, tu vois, ce qui me marque, vraiment, c'est le fait que tu parles de, justement, rentrer dans une autogérance, une autogestion de tes émotions et cetera. Tu sais, ça laisse vraiment paraître que, bah, quand tu as eu ce diagnostic de hernie discale, tu as eu un suivi quand même médical, comme tu disais, un peu aux 5 semaines, le suivi, je pense, de l'évolution physique, mais que derrière, en fait, il y a ça donne l'impression qu'il y a vraiment un manquement en termes de suivi aussi psychologique parce que, bah, comme Ouais, tu l'as dit, oui, on ne meurt pas d'une hernie discale. Par contre, il y a quand même une conséquence au niveau de la rupture sociale qu'il peut y avoir. Tu ne travailles plus, tu ne peux plus rien faire, donc tu es ouais, enfermé chez toi et malgré tout, psychologiquement, à un moment donné, comme tu dis, bah, tu traverses des moments où tu n'en vois pas le bout, et j'ai l'impression que psychologiquement, ça a été, bah, tu sais, tu es livré à toi-même à ces moments-là, tu as pas d'outils et cetera. Donc tu as parlé de la pleine conscience. Je pense que tu avais peut-être d'autres ressources aussi. Je sais pas si justement, au-delà de la pleine conscience, tu as eu des stratégies qui t'ont aidé un petit peu à justement surmonter ça? Est-ce que sinon c'est le changement un peu de mode de vie? Voilà. Comment, ouais, qu'est-ce que tu as trouvé un petit peu pour justement, je vais dire traverser un peu cette tempête? Voilà, j'aime bien l'image de la ouais, voile, tu vois? Où tu as la tempête, tu continues peut-être d'avancer, tu te cramponnes et tu sais qu'à un moment donné, il y a une éclaircie qui va arriver, mais il faut tenir le coup. Donc, comment tu as fait toi de ouais. ton côté? Bah, tu vois, d'abord, une chose qui m'a permis donc quand j'ai touché le fond du fond du fond et j'ai eu vraiment une grosse crise de déprime et je suis partie à l'urgence du CHUM pour la première fois. Avant, j'allais voir mon médecin de famille, puis là, je suis allée à l'urgence du CHUM parce que vraiment je tenais plus, là, j'étais plus capable. OK. Et ils ont extrêmement bien réagi. D'abord, ils Mmh. m'ont fait rencontrer un psychiatre et j'ai discuté avec lui, un long moment. Il a été un homme fantastique, vraiment adorable, qui m'a beaucoup écoutée et qui a fait: «Mais non, mais ta détresse, elle est normale vu ce que tu es en train de vivre présentement, il y a pas de problème, psychologique particulier, enfin, c'est juste normal comme de réagir comme tu le Oui, fais. oui, j'imagine. Il faut qu'on adresse ta douleur, quoi, point». Et donc à l'urgence aussi, ils ont fait venir et c'est une spécialité qui malheureusement, il y en a pas assez au Québec. Ça s'appelle des physiatres. Ce OK. sont des gens qui sont capables de faire des interventions avec en particulier avec des infiltrations de cortisone OK. et donc j'ai rencontré et ça a été fondateur pour moi dans mon parcours de malade, un docteur en physiatrie, un physiatre, qui est venu me voir et je me souviendrai tout et puis ça m'émeut quand je parle de ça parce que c'était 3 heures du matin, tu imagines, à l'urgence, et je vois cet homme arriver, très grand, un peu énervé, qui fait: «Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on me dérange? Il est 3 heures du matin, je suis vraiment fatigué. Moi, si ça continue, qu'on me donne des demandes comme ça, c'est moi qui vais faire un burn-out et puis qu'est-ce que c'est que cette Mmh. histoire?» Et Ouf! je me suis fait engueuler, Engueuler pour ta douleur, mais bon. mais en même temps, il m'a je voyais un homme devant moi qui était vulnérable et qui osait me dire sa propre vulnérabilité Oui. de spécialiste de la santé qui est surmené, qui a énormément de demandes, puis qui était là face à moi. Et pour lui, médicalement, ce que j'avais, c'était il voyait le chemin. Il était là: «Mais c'est sûr que je peux t'aider et puis je sais exactement ce qu'on va faire et puis il y en a pas de souci». Et donc il m'a énormément rassurée sur le plan médical, puis je D'accord. voyais que c'était un grand spécialiste. Et sur le plan humain, bah, j'ai eu ce contact humain avec un homme Mmh. et qui était en détresse lui-même, Ouais. face OK. à moi qui étais en détresse. Puis je pense que nos détresses se sont rejointes, puis du Se coup, sont j'ai eu croisés. oui et du coup, j'ai eu un contact absolument miraculeux avec et il m'a accompagnée d'ailleurs pendant des années à me faire justement ces infiltrations régulières, puis à ne jamais me lâcher la main, le Waouh! temps OK. que je puisse
commencé à remonter la pente grâce à lui. Donc c'est fou parce qu'au au départ, Ouais, j'ai bah, des on a frissons. l'impression on a l'impression que Ouais. l'interaction, c'est: «Oh mon Dieu, on se fait engueuler par le professionnel de Oui, santé, ça beh, va bien?» moi, ça m'a mais choquée sur le coup, mais c'est vrai que comme tu l'as pris, tu as tellement raison. C'est en fait, il s'est exposé, pas comme un oui, sauveur, mais vraiment comme quelqu'un qui va pouvoir t'aider, mais qui lui aussi, a ses fragilités finalement oui. et humain, en fait, juste humain. Oui, il a été humain, on a eu un contact humain et puis ça a été le début de la relation thérapeutique et qui du coup s'est extrêmement bien passé, quoi. Donc ça a été majeur et ça a beaucoup aidé, et à travers ça, j'ai eu quand même énormément de chance. Puis ça, c'est pareil, je trouve qu'il y a pas suffisamment accès pour les gens. J'avais quand même une assurance collective par mon employeur. J'ai été mise sur un programme de réhabilitation avec ergothérapeute, kinésiologue et physiothérapeute, un centre intégré où les 3 discutaient ensemble, puis faisaient un programme ensemble pour moi, pour me remonter, et le physiothérapeute en particulier était incroyable. Il m'a vraiment rebâti les muscles de la jambe avec la kinésiologue et tout. Ils ont adapté mon Waouh! activité, donc ça a été fantastique et l'autre chose et ça, c'est moi qui l'ai faite spontanément parce qu'avec mon expérience en pleine conscience, j'avais vu que dans le centre où j'avais pris mon cours en pleine conscience, il y avait un cours qui se donnait de gestion de la douleur chronique par la pleine conscience, par OK. un professeur de McGill. Un cours de 3 mois et en plus, Mmh. c'était la RAMQ qui remboursait ce cours, c'était même gratuit, quoi. C'est une chance incroyable, les étoiles Ouais, étaient c'est ouais, alignées là-dessus et donc incroyable, ouais. j'ai suivi ce cours de groupe avec ce professeur. Puis ce que ça m'a apporté, c'est que d'abord, j'ai rencontré d'autres surtout des femmes qui étaient en douleur chronique, donc j'ai vu que j'étais pas toute seule, puis je pouvais partager mon expérience avec elles, puis écouter leurs histoires, puis partager la mienne et surtout que j'avais cet homme, qui est à la fois un médecin, puis qui a des pratiques de pleine conscience et cetera, de gestion de la douleur. Parce que la douleur, c'est pas juste le corps qui envoie un mauvais signal, c'est aussi beaucoup le cerveau qui Mmh. s'active et puis là, il y a une tempête et il y a des façons d'arriver à désamorcer puis à calmer. Puis tu vois, Mmh. par exemple, une chose très spécifique que le docteur, m'a appris. Il m'a dit: «Bah, donc ma jambe droite, elle était faible, elle avait mal», puis c'est comme si je la repoussais de mon corps, j'appuyais pas dessus, je la protégeais, je la Ouais. mettais un peu de côté. Puis il m'a dit: «Mais tu sais, en faisant ça, en fait, ce que tu fais, c'est que dans ton cerveau, il y a une représentation de tous nos membres, tous nos organes dans le cerveau» et il fait: «Bah, en faisant ça, ta représentation de ta jambe, c'est comme si elle s'atrophie et donc, ton corps est plus bien capable d'utiliser ta jambe, puis c'est une spirale descendante, puis plus tu OK. fais ça, pire ça va être. Il faut que tu apprennes à réintégrer ta jambe à ton corps comme une partie normale de ton corps Waouh! et OK. écoute, du moment où il m'a dit ça et la kinésiologue m'a dit pareil, elle m'a dit: «Il faut vraiment que tu fasses attention. Appuie tes 2 jambes, ne te mets pas tout le temps sur la jambe gauche, il faut Ouais. aussi t'appuyer la droite et tout» et j'ai commencé à faire ça et à m'appuyer juste sur la jambe droite, à lui faire confiance, et aujourd'hui, je dois dire que ma jambe droite est revenue normale. Elle est normale. C'est fou. Elle est C'est vraiment fou. totalement normale, Ouais. juste avec cette intervention de conscience de cette partie du corps et de la réintégrer à mon corps. Hem, donc c'est Enfin, c'est toute une série de choses, mais c'est comme tu disais, souvent on se dit: «Oh, on est malade, on va chez le médecin, on prend une pilule et puis après on guérit» ou alors ça s'arrête là, quoi. Mais il y a beaucoup d'interventions qui sont nécessaires en dehors de la pilule. Les Ouais. injections de cortisone, oui, ça a été fondamental parce que si j'avais pas eu ça, j'étais pas capable de bouger, mais c'est pas suffisant. C'est Ouais. nécessaire, mais pas suffisant. Il faut rajouter l'aspect mental, il faut rajouter de façon holistique, l'aspect du mouvement, l'aspect de la musculation, l'aspect de comment adapter ton activité et cetera. Puis aussi, il faut arriver à comprendre ce qui t'arrive. Puis par exemple, tu vois, à chaque fois j'essayais quelque chose au début, j'avais plus mal. Donc j'étais comme une espèce tu sais, il y a une expérience de psychologie, horrible où, un animal de laboratoire, on lui envoie des chocs Mmh. électriques, puis à la fin, il reste prostré dans sa Ouais. cage parce qu'il a juste peur Il a de peur. recevoir un choc.
même si Ouais, tu lui donnes plus de choc, il a juste peur. ouais. Puis tu sais, tu en arrives à un point où tu as essayé plein d'affaires, puis tu as pas l'impression que ça fonctionne, puis donc tu restes dans ton coin, puis tu bouges plus. Ouais. Mais je pense qu'il faut continuer à Garder le garder, c'est d'essayer des choses et qu'il y a un moment, il y a des passages qui vont se créer, puis que ça va débloquer, puis que tu vas arriver à trouver un chemin dans tout ça, quoi. ouais, Mais ça demande une énergie hallucinante. Puis je pense qu'on ouais. n'est pas préparé à ça en tant que personne, en tant que patient du système de santé, parce qu'on a une vision beaucoup trop étroite de ce que c'est que guérir. Mmh. Ouais, ouais, non, ça fait complètement du sens. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que je trouve ça vraiment passionnant. Déjà, alors pour les personnes qui sont pas au Québec, juste je le précise parce que c'est vrai que tu disais que tu as eu beaucoup de chance, de la prise en charge justement et Ouais, d'avoir une assurance collective. Il faut savoir pour des personnes qui sont pas au Québec, qu'être au Québec, c'est l'employeur qui fournit une assurance collective et qui te permet d'avoir accès à des soins de santé. Notamment, je parle de le dentiste n'est pas remboursé si on n'a pas d'assurance collective, les soins comme les physios, les massothérapeutes et cetera. Sinon, il faut tout sortir de sa poche et le système de santé québécois coûte très, très cher. Donc voilà, c'est pour ça que Sylvie, parlait d'avoir de la chance exact. d'avoir un employeur qui fournissait un je pense, un package très bon pour ça Ouais. et tant mieux. Donc voilà, je voulais faire cette précision pour les personnes qui pourraient se dire: «Mais pourquoi on parle d'assurance collective et tout?» mais voilà. Oui, oui. Ce que je trouve super intéressant là dans ce que tu disais, c'est que, tu sais, on a vraiment ce rapport à la douleur où on essaie de fuir la douleur. Ce qui est hyper normal, hein, comme tu disais, hein, plus tu souffres, plus tu as peur de souffrir parce qu'en fait, tu sais que tel mouvement va te faire une souffrance, donc tu l'évites au maximum et finalement, ça peut créer et ça, on s'en rend pas compte et je trouve ça super intéressant, c'est que ça crée une dissociation du membre de ton corps avec ton corps, ce qui fait que je pense que le corps ou le cerveau ne va plus donner autant d'efforts à ce membre du corps par rapport à l'autre, alors qu'il faut réussir à remettre un équilibre. Alors je ne sais pas si c'est faisable dans toutes les situations, mais en l'occurrence, pour toi, ça l'a été et je trouve ça super intéressant de se dire, ben, en fait, plutôt que de fuir la douleur, on va la confronter progressivement. Évidemment, on va pas demander d'aller courir un marathon si tu as mal à la jambe, mais en tout cas de justement doucement dire: «OK, je remets un peu l'effort» et en fait, se réacclimater, peut-être musculairement être réveiller en fait tout ce qui était peut-être éteint du fait de la douleur et de fuir aussi cette douleur-là donc bah, je trouve que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, comme tu dis, il y a vraiment, un manquement à l'accompagnement de gestion de la Ouais. douleur et puis de la guérison en tant que telle dans le parcours de guérison. Hem, de ce que tu dis, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des moments clés finalement, dans ta Mmh. guérison. Tu sais, tu as eu vraiment un grand passage à vide et puis il y a eu des rencontres, une série de rencontres, qui, t'ont permis de t'adapter, de guérir ou de pas lâcher en tout cas psychologiquement. Je pense que ces choses-là, elles font partie un petit peu de l'acceptation de la condition, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Je pense que Mmh. tu as ces rencontres-là, tu as eu un cheminement aussi personnel. Qu'est-ce qui t'a permis Ouais, d'accepter vraiment cette condition? Quels ont été peut-être d'autres moments clés qui t'ont ouais. fait dire: «J'y vais, je continue, je ne lâche pas, les choses vont s'améliorer»? Bah, tu vois, ce qui m'a beaucoup aidé psychologiquement, c'était de me trouver des nouveaux intérêts. Tu vois, j'étais enfermée à la maison, qu'est-ce qui me restait? Heu, bon, j'ai regardé quelques séries, je t'avoue que j'ai bingé Game of Thrones, ce que je n'avais jamais vu. C'est l'occasion J'ai de pu refaire voir tous les classiques. j'ai pu voir tous les épisodes. Mais bon, une fois que j'avais fait ça, j'ai découvert l'univers des podcasts de Radio France. Puis, OK. j'envoie des gros plein d'amour à Radio France parce qu'ils m'ont sauvée un peu. En particulier, j'écoutais une émission, d'Ali Rebéi qui s'appelle Grand bien vous fasse, qui est juste incroyable parce qu'Ali Rebéi, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui fait des sujets sur le bien vivre, sur le bien manger, sur la bonne vie et puis, je me souviens, j'écoutais des émissions donc, c'est avec les médicaments, j'avoue que j'étais quand même un petit peu pas tout à fait là, ma concentration n'était pas géniale, mais j'apprenais plein de choses avec tous ces podcasts et puis D'accord. ça me faisait vraiment du bien au moral. Aussi, tu vois, je suis designer, donc moi j'aime bien les jolies choses. Bah, tout simple, je me composais des salades avec, tout un tas de légumes, de choses de couleurs et Ouais. puis je faisais mes petites, bols et puis mes petites salades, Mmh. nourrissantes et puis juste ça, ça me faisait du bien au moral, quoi. Ouais. Heu et je parlais du groupe de patients sur mon cours, de la douleur chronique, ça a fait aussi beaucoup pour mon acceptation. Puis je crois beaucoup au groupe de patients, à partager l'expérience avec des gens comme nous,
parce que là, on se sent pas seul. Tu sais, très souvent, quand on vit quelque chose dans la vie, on se dit: «Oh mon Dieu, pourquoi moi?» et puis, c'est horrible, et à chaque fois que ça m'est arrivé et que j'ai réalisé que ce que je vivais était normal, que je suis en détresse psychologiquement parce que j'ai mal, ben c'est normal, parce que les humains sont nés comme ça, c'est Ouais. comme ça qu'on est fait. Ben ça rassure beaucoup. C'est qu'on se dit: «Mais non, je suis pas folle, je suis une humaine». Puis on est fait Ouais. comme ça. Aussi, tu sais, tu parlais, comprendre que la douleur, c'est pas toujours un signal qu'il faut pas faire quelque chose. Puis ça, c'est super compliqué parce que parfois, effectivement, il y a des fois où, tu sais, mettons, si tu as, bah, là, comme présentement, j'ai une petite tendinite, si j'insiste sur ce tendon-là, puis que je fais exprès de l'irriter, là, c'est sûr que ça va pas aller. Donc c'est faut pas faire ça. Mais tu sais, on reste avec cette idée-là que, OK, douleur, mal, faut pas faire, faut arrêter. Et tout le jeu, c'est d'arriver à comprendre que non, OK, c'est sûr qu'en te réhabilitant, tu vas avoir mal. Ça, c'est de toute façon, j'avais mal quand je faisais la physio, j'avais mal quand je Mmh. faisais mes exercices, tout faisait mal. Mais progressivement, mon corps a repris la capacité de pas avoir mal quand je faisais quelque chose. Tu vois, par exemple, mon médecin m'avait dit: «Fais de la natation, c'est bon pour le dos». Alors, j'ai essayé au Mmh. début, j'avais très mal, ça allait pas du tout. Dès que je faisais un mouvement dans l'eau, Ouais. j'avais très mal. Donc j'ai dit à mon médecin, au bout de quelques séances: «Non, non, je ne peux pas faire ça, ça fait trop mal». Puis l'année d'après, j'ai fait: «Ah bah, tu sais quoi? Peut-être maintenant ça va mieux, je pourrais essayer. Puis peut-être je vais prendre des cours, tiens, comme ça j'aurai une bonne technique, puis je me ferai moins mal au dos». Ouais, les Donc j'ai bons fait mes mouvements, petits ouais. c'est ça, les bons mouvements, donc j'ai fait mes cours. Puis là, j'ai continué. Puis OK, j'avais quand même des points de douleur, mais ça allait mieux que l'année précédente. Puis tu vois, là, cette année, donc on est rendu quand même 5 ans après mon hernie, bah, là, je nage à toutes les semaines. Puis j'ai pas mal au dos quand je nage, puis j'ai pas mal au dos après que je nage. Et puis j'ai Mmh. réussi à adapter ma technique pour que je m'abîme pas le dos quand je le fais. Et j'ai réussi. Et un autre truc, le vélo. Pour moi, pas pouvoir m'asseoir déjà en partant, Oui. vélo, oublie ça quoi, plus, Ouais, ouais, le compliqué. pavé à Montréal, il y a des trous partout et tout, c'est super dur pour les lombaires. Donc pour moi, le vélo, c'était je regardais mon vélo dans le garage, j'étais comme: «Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas». L'année dernière, timidement, je prends un abonnement Bixi en me disant: «Mais peut-être, je peux essayer un petit peu». Bon, oui, j'ai eu mal au dos, à chaque que je ride de Bixi parce que oui, franchement, la chaussée, elle est pas top. Mais en même temps, se balader au bord de l'eau à Montréal, c'est fantastique. Puis ça me faisait tellement du bien au moral, j'ai fait: «Mais ah non, j'aime ça». Et cette année, j'étais quasiment la première au stand de Bixi quand ça a recommencé. J'ai mon abonnement annuel Ouais, et je peux faire du vélo sans avoir mal ou très peu. ouais. Donc OK. on arrive, tu sais, à reconditionner. Puis dernière petite anecdote, la semaine dernière, j'ai racheté des leggings qui étaient un vêtement que je ne pouvais plus porter parce que ça irritait mon nerf sciatique, parce que ça compresse. Et là, OK. enfin, je suis Tu voilà, vas pouvoir j'ai reporter des leggings. je reporte une paire de leggings. C'est une Génial. autre grosse victoire. C'est un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans mon expérience familiale, mon papa, il a eu des gros problèmes de dos lui aussi, à peu près au même âge que moi. Ça m'a aussi perturbée quand j'ai eu mes Mmh. problèmes de dos parce que j'ai revu mon père. Mais mon père, lui, il s'est pas remis de la spirale du D'accord. déconditionnement, puis il a vécu toute sa retraite avec des grosses douleurs, avec le besoin de rester couché une bonne partie de la journée. Il pouvait pas voyager, ça l'a beaucoup isolé socialement. Et mon père, il a eu personne pour lui donner toutes ces stratégies pour s'en sortir. Puis quand je pense à lui, je pense qu'il y a sûrement plein de gens qui sont dans son cas, puis qui pourraient s'améliorer s'ils avaient de l'aide, puis s'ils comprenaient comment fonctionne la douleur, puis s'ils avaient des aidants près d'eux qui font: «Non, mais c'est possible, on va t'accompagner, on va être avec toi», quoi. Donc c'est un peu aussi une revanche, sur la vie et pour mon papa de dire: «Ben, OK, on peut s'en sortir, quoi. Ouais, C'est pas une fatalité, quoi». ouais, ouais. Toi Puis qui as pu voir.
Tu as pu voir cette Ouais, expérience-là, ouais. Puis tu c'est sais, dernière chose pour reparler des amis, puis du soutien de tes proches, tu sais, les amis, c'est pas facile non plus toujours, même s'ils sont présents parce que c'est une maladie invisible, hein, l'hernie, elle se voit pas sur mon visage mmh, et les gens savent pas forcément comment réagir. Je me souviens d'une amie qui me disait: «Oh mais tu as l'air bien». Et me disait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et je me disais: «Mais elle voit pas que dans ma tête, il y a une sirène d'alarme qui hurle en permanence, c'est pas visible» ou des amis qui voulaient me sortir, qui me disaient: «On fait une fête en dehors de Montréal, viens, tu es invité». Et moi, je voyais bien que c'était totalement impossible de prendre la voiture et dans mon état, de rester assise, dans leur soirée et ils étaient un peu déçus, bien sûr, quoi, mais heu, ils les gens font ce qu'ils peuvent, mais je pense que fondamentalement, une grosse partie de ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est d'être en amitié d'abord avec nous mmh, et d'être notre meilleur ami. ouais, Tu sais, on parlait de justement de cette résilience, puis de développer son autonomie, puis de tirer en soi sa propre force pour s'apaiser, pour se prendre par la main, pour être à la fois vraiment bienveillant avec soi. C'est quand ça allait pas, bah, je m'autorisais à faire, bah, tu sais, ça va pas aujourd'hui, c'est correct. Puis en même temps pour être un peu: «OK, mais tu es capable», tu sais, pour te remotiver, pour ouais. être, bienveillant, mais en même temps un peu exigeant en disant: «Non, mais Oui, pour pas lâcher, tu peux» quoi. c'est ça, lâche pas, Ouais, tu peux t'en sortir. Puis j'ai eu la chance que je suis quelqu'un d'assez indépendant à la base, puis je pense que ça m'a aidée à me reprendre en main une fois que je comprenais qu'est-ce que j'étais censée faire. mmh, Heu, mais c'est ça, je pense que faut vaut mieux s'auto-utiliser. C'est dur d'utiliser les autres comme béquille ou comme, «J'ai besoin de toi pour avancer». Il faut vraiment arriver à rassembler ses forces intérieures, puis ouais, s'appuyer sur les autres comme on saute sur les pierres dans une rivière. Mais à la base, ouais. c'est toi qui sautes, puis il y a des petites pierres, puis tu restes pas accroché à ces pierres-là, mais elles sont en appui temporaire. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, l'image que moi, ça m'a renvoyé, c'est plutôt, tu vois, une personne qui essaie de marcher, mais tu as des personnes qui sont devant prêtes à la rattraper et à l'arrière prêtes à la rattraper Oui, si la personne tombe un pas à la fois. Et en c'est fait, ça. c'est comme tu dis, c'est que heu, je pense que c'est tout à fait normal de vouloir se reposer sur les personnes qui nous entourent parce que je pense qu'à un moment donné, on peut se sentir tellement dépassé, démuni par la douleur, le manque d'accompagnement et avoir, comme tu disais, un petit peu des shutdowns au niveau du moral que automatiquement, on a besoin de chercher du réconfort et que les autres nous disent: «Tu peux y arriver aussi». Ouais, Néanmoins, les passages de guérison et cetera, bah, c'est que par soi-même qu'on doit le faire. Donc je pense que, comme tu dis, c'est hyper important de, à la fois, être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire être résilient et être patient et se dire: «OK, c'est» tu sais, tu l'as vécu, c'est une victoire à la fois, comme tu parlais du vélo, tu parlais du legging, tu sais, ça s'est pas fait en deux jours, quoi. Ça a été sur des années que ça s'est étalé et c'est une victoire à la fois, mais il y a pas de petite victoire, quoi. Tout doit être quand même, fêté et si aujourd'hui n'est pas le top, demain sera meilleur et si le surlendemain sera moins bon que la veille, ben, allez et le surlendemain et on lâche pas et comme tu disais, je pense que c'est hyper important de se détacher du coup d'être en attente des autres, du système que de santé, même si c'est encore une fois super difficile, à faire, hein, je le conçois complètement. Mais pour justement plus on est en attente, moins on peut passer à l'action aussi et plus on peut-être on va avoir peur de passer à l'action. Donc comme tu dis, le mouvement par soi-même, il est hyper important. Les autres autour, tout ce qu'il y a autour en fait, c'est ce qui va permettre de nous rattraper ou voilà, si on est un peu plus fébrile à un moment donné. c'est ça. Je pense que ça, c'est super important de le dire. Du coup, vu qu'on parle un petit peu de soutien, c'est vrai que tu as parlé des groupes de parole, mais est-ce que toi, de par ton un petit peu ton expérience, tu as pu, je sais pas, trouver d'autres ressources, tu vois, un peu des communautés en ligne ou, des trucs en présent je parle du en ligne et en présentiel parce que tout le monde n'est pas en capacité de se déplacer, tout le temps, mais est-ce que voilà, pour des personnes qui traverseraient un peu le même type de situation ou un isolement du fait d'une maladie, d'un trouble et cetera, est-ce qu'il y aurait un peu des ressources, qu'ils pourraient aller Ouais. chercher. Bah, tu sais, je pense qu'il faut pas hésiter à essayer des choses jusqu'à ce qu'on trouve la bonne pour soi. Il y a des choses qui vont résonner avec toi et pas avec quelqu'un d'autre et faut juste faire essai-erreur, tu sais, voir: «OK, ça marche pour moi, ça marche pas pour moi, je le mets de côté», mais pas s'empêcher, tu sais, d'essayer quelque chose. Tu sais, au OK. au pire, ça marche pas là, puis c'est pas grave, puis tu essaieras une autre affaire.
Dans mon cours sur la gestion de la douleur, je me souviens, on nous avait demandé de dessiner ce que nous inspirait de notre maladie et en fait, j'ai Mmh. mon petit dessin, Tu l'as je sais toujours? pas ouais, je sais pas, alors c'est ça, OK. c'est Alice au pays de la douleur, en fait. Alors OK. bon, je dessine pas très bien, même si je suis designer, mais bon, c'est pas grave. Donc l'histoire, c'est j'ai dessiné, moi, je suis Alice, au pays de la douleur, puis la petite Alice, devant elle, elle a une infinité de portes. Puis elle sait pas lesquelles, vont lui ouvrir le chemin pour atteindre le chat du Chester qui sourit, au loin. Oui. Donc il y a des portes, elle va ouvrir, c'est un mur de briques et d'autres, elle peut faire quelques pas, puis hop, là, il y a une autre porte et c'est ça l'évolution à travers la maladie. Puis il faut juste continuer à ouvrir des portes, il faut juste continuer à essayer de Oui. trouver son chemin et à avancer. Le cours que j'ai suivi sur la gestion de la douleur, malheureusement, enfin, puis pour ceux qui sont au Québec, non plus, ils se donnent plus. Mais il y a des groupes d'entraide dans les différents pays dans lesquels les gens sont. Si vous êtes au Québec, il y a l'AQDC, OK. qui est l'Association québécoise pour la douleur chronique, OK. qui organise des rencontres, ils organisent des activités, ils organisent des webinaires. Donc ça vaut vraiment la peine de connecter avec une association pour rencontrer des patients comme soi-même, puis aussi des intervenants pour compléter tous les suivis médicaux et puis paramédicaux. C'est sûr que il faut être l'acteur de sa propre maladie. Mmh. Je pense que c'est ça la clé. Puis on en parlait plus tôt, on pense souvent à la maladie comme: «J'ai un symptôme, je vais chez le médecin, j'ai une pilule, je guéris». Puis c'est ça l'histoire. Ou alors, bah, je vais chez le médecin, il me donne une pilule, ça marche pas, puis c'est tout. Mais on a clairement le pouvoir de nous aider nous-mêmes, si ce n'est à guérir, au moins à mieux vivre avec la condition. Parce que c'est sûr que je pouvais pas m'opérer mon hernie discale moi-même. Là, Oui. Oui. je peux pas. Par contre et puis je peux pas la faire disparaître magiquement non plus, elle est là. Mmh. Par contre, je peux réapprendre à bouger. Je peux apprendre des techniques mentales qui vont diminuer ma perception de la douleur. Tu sais, je peux donner à mon esprit des moments de plaisir, comme les podcasts ou les salades qui vont faire du bien, tu sais. Je peux rester auprès de moi-même, puis être patiente avec moi, puis me consoler quand ça va pas. J'aime beaucoup Fabrice Midal, et il a un livre qui s'appelle, je pense, «Foutez-vous la paix». Oui. Puis il dit: «Foutez-vous la paix avec les injonctions de performance constante». Mmh L'idée, c'était plus puis moi aussi, je suis quelqu'un de très j'aime ça performer, j'aime un peu mh. compétitrice, mais c'était pas une compétition là, c'était d'être une amie envers moi-même, patiente et motivante, qui va à la fois accepter que, bah, je suis pas au top de ma forme, puis c'est OK, c'est correct. Puis aussi m'inviter à essayer des nouvelles choses pour aller mieux, quoi. Donc je dirais aussi aller chercher un petit peu dans ces ressources de développement personnel, de pleine conscience, de bien vivre. Puis ça me rejoint, puis c'est peut-être pas innocent non plus que j'ai dit au départ que j'avais une formation en philosophie. Oui. Le sens de la vie et puis la bonne vie, c'est un concept philosophique important. Puis à la fin, on s'empêchera pas d'être malade. Le corps, il y a un moment, on va tous y passer de toute façon. Mmh. En revanche, vivre bien dans des situations de maladie, de détresse et cetera, nous avons des moyens psychologiques de faire en sorte que c'est possible. Et j'ai été très inspirée, je me souviens d'avoir lu le livre de, je pense, docteur Frankl, qui raconte son expérience, à Auschwitz, puis c'était un médecin qui a développé après une approche thérapeutique justement de comment trouver le sens à sa vie. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée de voir des gens dans des situations extrêmement difficiles, des réfugiés, Mmh. des prisonniers, des gens avec des situations terribles, qui arrivent à trouver les ressorts intérieurs pour vivre une vie bonne, malgré ce qu'ils vivent. Puis donc ça, c'est une belle inspiration pour moi.
Ouais, ouais, ouais. C'est, super intéressant. En fait, je pense que vraiment, dans ce que tu dis, moi, ce qui me vient et comment, je l'interprète, voilà, je sais pas, enfin, si tu seras d'accord, mais en fait, c'est vraiment, je pense que dans toute maladie, dans tout trouble, tu vois, tu as vécu ces hernies à ta façon et en fait, pour moi, tant il y a autant de versions d'une maladie, d'un trouble ou d'un handicap qu'il y a de personnes qui en souffrent. Je pense que l'important, tu vois, tu as donné des ressources, donc les personnes vont pouvoir peut-être aller puiser, mais si ça leur correspond pas, tu sais, ça leur parlera peut-être pas au final. En fait, je pense que le plus important pour mieux vivre sa maladie, c'est de pas se comparer, de pas comparer sa progression par rapport à une autre, de pas comparer, bah, finalement ce qui fait du bien à soi par rapport à un autre. C'est en fait de se retrouver un peu tu sais, son propre cheminement, son propre chemin. Ouais, Comme tu disais, toi, ce qui t'a fait du bien aussi mentalement, en tout cas pour te raccrocher à des petits plaisirs, c'est de composer tes petites salades, c'est voilà, d'écouter des podcasts. Bah, pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être juste de lire un livre, ce sera peut-être de dormir en écoutant une musique. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense, autant de façons de vivre sa maladie que de personnes qui en souffrent et voilà, je pense que vraiment ce message-là, je partagerai quand même, toi, tu sais, le lien de l'association québécoise pour la douleur chronique parce que je pense que c'est important et ça pourra servir à des personnes. Mais je pense que ce qui est super important de retenir dans ce que tu dis, c'est que chacun peut trouver son propre chemin pour bien ouais. bien vivre la maladie ou en tout cas, faire en sorte de surfer sur la maladie et de pas être de pas couler en fait, dans la Ouais, maladie. Je pense que c'est vraiment un petit peu ça, c'est réussir à follow the flow plutôt que de la subir et de partir vers le fond, même si encore une fois on est humain et qu'il y aura toujours des moments un peu plus, je pense, plus compliqués. ex Mais c'est ce que je trouve vraiment intéressant là dans ce que tu dis. Donc merci beaucoup. Tu disais que, bah, là, tu en sors en tout cas. J'aime bien aussi aller un petit peu vers la vision du présent et du futur. Donc c'est vrai que ça y est, tu en vois le bout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça a été un long combat. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Comment tu vois un petit peu l'avenir maintenant que les choses se dégagent un peu? Je pense que la brume se lève. ouais, Quels sont tes espoirs, tes projets? Voilà, quelle est ta vision maintenant, que tout ouais. ça, reprend un petit peu la place que ça avait, voilà, comme il Oui! faut? Oui, donc là, tu sais, je suis heureuse de pouvoir dire au jour d'aujourd'hui, tu sais, c'est sûr, j'ai toujours un peu mal au dos au quotidien, là, ça reste, mais bon, c'est vraiment pas handicapant même du tout. Ma jambe est redevenue normale, je m'interdis plus aucune activité, je peux à nouveau m'asseoir sans crainte, ça c'est fantastique, je peux faire du sport, Mmh. j'ai aussi l'occasion quand même d'explorer de nouvelles parties de mon corps parce que comme tu disais dans l'introduction, je me suis en fait développée une nouvelle petite pathologie parce que, hein, bon, un clou chasse l'autre. J'ai développé une maladie cardiaque, en fait, qui est relativement rare, qui s'appelle l'angine de Prinzmetal, j'ai pas de bouchon dans les artères, mes artères sont toutes nettes, mais mes artères coronaires, elles se referment, sous l'effet du stress, de l'activité, de tout ça. Donc ça, c'est un peu une nouvelle pathologie qui a popé dans ma vie. On pourra s'en parler dans un autre épisode parce que ça, c'est Avec grand encore un plaisir. autre monde. Ouais. C'est complètement autre chose. C'est une maladie rare qui est encore méconnue, plein de cardiologues connaissent pas ça et tout, mais bon, je suis très bien suivie pour ça, donc il y a le projet maintenant Angine de Prinzmetal, puis comment je deal avec ça, mais surtout, il y a cette réalisation que, bah, j'ai fait un cheminement, puis grâce à l'hernie discale, en fait, ça m'a vraiment permis de faire un cheminement qui donne beaucoup de sens, en fait, à ma vie et je commence à regarder comment est-ce que je peux utiliser mon expérience pour justement aider d'autres personnes qui sont au début de ce chemin-là D'accord. et je regarde, par exemple, les opportunités de partenariat patient, système de santé. C'est en train de se développer au Québec, dans le réseau de la santé, d'utiliser Génial. les patients comme des vrais partenaires de recherche. Donc, je suis en train de regarder ça parce que je vois qu'il y a un besoin. Tu sais, il y a un moment, la maladie, elle va nous toucher tous. Je pense qu'on n'a pas appris à être malade. Jamais Mmh. dans notre vie. Heu et avec le vieillissement de la population, ça va juste s'amplifier. Donc j'ai envie présentement, ce qui m'allume, c'est de redonner
à la société, à la communauté, avec ce que je sais, ce que j'ai appris, puis que je veux continuer à creuser, puis bon, probablement changer, réorienter professionnellement, être plus dans une relation d'accompagnement, des gens parce que ça me rend heureuse Ouais. et j'ai vraiment envie de ça à ce moment de ma vie donc je dirais que ça a été parfois la maladie, ça fait ça, ça transforme tes priorités, ça transforme qui tu es en bien, en positif et je dois avouer qu'effectivement, c'est en ça qui est en train d'arriver pour moi et j'en suis extrêmement heureuse que, ça m'ouvre des perspectives Mmh. ou sinon, je serais restée sur ma petite raille à faire mes petites affaires et à continuer et à passer, à côté d'une richesse en fait, insoupçonnée quoi donc pardon pour les petits bips. Heu et donc ouais, on peut être malade, mais on peut continuer à contribuer activement et puis à bien vivre dans tout ça. Puis moi, c'est ça la leçon que je retiens, quoi. Ouais, 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 c'est extraordinaire et c'est vrai que je pense qu'il y a enfin, quand on traverse certaines épreuves, on est beaucoup plus sensible du coup à ce que vivent d'autres personnes qui traverseraient un peu ces mêmes même si c'est pas pour la même pathologie, mais en tout cas qui traverseraient un petit peu des épreuves similaires parce que quand même je pense que le cheminement dans une maladie, invisible et cetera, bah, il y a beaucoup de phases qui se rencontrent, hein. Je pense qu'on les passe quand même tous pas mal à des moments différents, mais et en fait, c'est vrai que le fait de le vivre, souvent, bah, ça ouvre, comme tu disais, ça ouvre les perspectives sur les autres aussi. De se Mmh, dire: «J'ai vécu ça, mais il y en a d'autres qui le traversent. Comment moi, avec mon expérience, mmh. je peux aussi contribuer?» Et finalement, en fait, je veux dire, c'est rigolo, mais tu étais designer, utilisateur ou c'est ça d'expérience, Mmh, c'est ça? mmh. Et en fait, du coup, tu as envie d'aller sur du design du parcours patient. Ce que Ouais. je trouve vraiment intéressant parce que finalement, tu te dis: «Il y a peut-être pas de hasard», tu sais, tu sais, je pense que c'est des compétences qui vont pouvoir être très, très bien applicables dans un parcours de santé, sachant que je pense qu'on part de très loin en termes de parcours de santé, notamment au Québec. Donc c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Hem, c'est donc Ouais. je pense que ce qu'on peut te souhaiter là, c'est vraiment de réaliser ça finalement, c'est peut-être cette reconversion, professionnelle, j'imagine? C'est en Ouais, cours ouais. vraiment ou? Ouais, c'est ça, là, je commence à ébaucher un petit peu des idées, puis tu sais, une réflexion, quelque chose aussi que j'ai dans le coin de ma tête. Pendant la pandémie, j'ai suivi un cours en ligne du MIT, sur l'entrepreneuriat et puis, l'antifragilité dans l'entrepreneuriat, comment faire des entrepreneurs résilients. Puis le professeur disait quelque chose qui est resté dans ma tête. Il disait: «Bloom where you're planted». Donc fleuris là où tu es planté et ça m'a beaucoup frappée parce que surtout moi qui suis une voyageuse, qui ai émigré, qui ai vécu dans plein de pays, qui j'aime beaucoup bouger et là, j'étais prise chez moi, Ouais, un peu comme une fleur dans dans un son pot. pot Mmh. et je fais: «Mais oui, il y a ça, c'est tu es planté à cet endroit-là, tu peux pas sortir de là, donc comment tu fais pour quand même fleurir?» À travers ce que tu vis. La maladie, elle est là, que je le veuille ou non, je peux rien y faire, je peux pas l'ignorer. Je sais qu'elle m'impose des limites, que l'avenir est incertain. Bon, en plus, maintenant, avec la condition cardiaque, c'est pas trop évident comme Mmh. ce qui va se passer. Mais par contre, je me dis que dans les conditions dans lesquelles je suis, c'est avec les cartes que j'ai, pour revenir à ce concept-là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie bonne, puis pour essayer d'aider les autres avec mon expérience, puis qu'est-ce qui fondamentalement va me permettre de continuer à grandir et à m'épanouir, quoi. Puis là, présentement, je me sens comme une débutante dans une autre aventure de vie, puis je suis très humble par rapport à ça et très curieuse de qu'est-ce que ça va m'apprendre. Mmh. Donc je dirais penser à ça, peut-être pour moi, c'est ça mon inspiration présentement, c'est comment tu peux faire, même si tu es une fleur dans un pot qui bouge pas, comment tu peux faire pour fleurir à travers tout ça, quoi? Ouais. Quels sont les moyens pour nourrir, en fait, le petit Ouais, écosystème dans lequel tu es et faire en sorte ouais, que tu trouves, en fait, ta place. Ta place, elle est peut-être pas ailleurs, elle est ici. Comment on c'est fait ça. pour, se nourrir comme il faut et en fait, trouver sa place.
Ben comme c'est ça. génial, vraiment merci, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ce podcast. Je pense qu'il y en aura un autre, pour parler justement un petit peu de la condition dans laquelle tu vis maintenant. Je pense que c'est un petit peu à ses débuts, c'est encore un peu nébuleux, mais Mmh. vraiment, je pense qu'il y aura vraiment un intérêt à en discuter. Puis on s'en est un petit peu parlé avant de commencer le podcast et il semble que ça touche beaucoup de femmes aussi. C'est vraiment une pathologie Oui, qui peut être propre aux femmes. Donc je pense que vraiment absolument. ça va être intéressant d'éclaircir un petit peu, ce trouble-là. Mais vraiment merci beaucoup, Sylvie, pour ton temps. Merci d'avoir témoigné parce que je pense que c'est super inspirant. Évidemment, comme tu disais, on ne meurt pas d'une hernie discale, mais néanmoins, le cheminement, il peut être très long, il faut Mmh. être très résilient et je pense que tu as parlé de beaucoup d'outils qui pourront peut-être inspirer d'autres personnes ou en tout cas les mettre sur tu sais, sur le chemin de se dire: «Je dois faire ce qui est bon pour moi à cet instant-là de ma vie» et vraiment j'ai pris, beaucoup de plaisir en tout cas à discuter, avec toi. Merci beaucoup Camille, merci pour l'opportunité et puis, ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de tout ça. Super et pour ceux qui nous ont écoutés, je fais une petite aparté, donc soit sur YouTube, soit sur, Spotify. Vous pouvez, soutenir évidemment, ce type de témoignage, donc avec un j'aime, je pense, sur YouTube et puis en donnant des petites étoiles sur Spotify. Ça fera vraiment plaisir je pense, ça donne un gros big up, un gros soutien à toutes les personnes, voilà, qui peuvent vivre des conditions similaires donc voilà. Merci à tout le monde et puis, bonne journée ou bonne soirée.